Premier rendez-vous de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous que vous pouvez suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, juge Bougman. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, Madame, Messieurs. Nous allons également passer un bonjour au doyen des juges qui ne sera pas des nôtres cette semaine pour des raisons professionnelles. Mais ne vous inquiétez pas, son siège ne restera pas vacant. Nous recevons ce matin une personne qui fait officiellement son entrée dans la grande famille du tribunal de l'actualité en qualité de troisième juge au siège. Inoussa Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. C'est un plaisir pour moi d'être là. C'est vrai qu'il n'y aura pas de cérémonie officielle de remise de toge, mais votre présentation fait office d'installation. Et nous allons d'ailleurs justement vous donner la parole pour votre premier avant-propos. Mais ça se sera après cette virgule. Juge Ouedraogo, vous avez la parole. Merci bien, président. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un réel plaisir pour moi et un honneur de rejoindre la famille du tribunal de l'actualité. En pareille situation, on ne peut que souhaiter que les choses se passent bien et demander également à vos téléspectateurs et à vos auditeurs de nous recevoir dans la famille et de nous aider à nous installer et à faire ce pourquoi nous avons été appelés, dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci, juge Ouedraogo. Juge Bougman, vous avez la parole pour votre avant-propos. Merci. Mon avant-propos, c'est d'abord dire merci à M. Ouedraogo de nous avoir rejoints. Il connaît très bien déjà le tribunal de l'actualité. Il est venu parfois en route secours quand certains d'entre nous s'absentent pour des raisons socio-professionnelles. Donc c'est déjà une famille qu'il connaît. Donc M. Ouedraogo, juge Ouedraogo, rassurez-vous également de notre disponibilité à être ensemble pour qu'on puisse travailler pour un tribunal de l'actualité qui puisse satisfaire ceux ou celles qui nous suivent à la radio et à la télévision. Bienvenue, c'est avec honneur, plaisir également que j'ai appris que vous nous rejoignez. Et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, président, pour mon avant-propos, c'est simple. Nous sommes lundi. Je voudrais souhaiter un très bon lundi à tout le monde. Beaucoup de courage. Souhaiter de la persévérance aux uns aux autres. Donc par rapport aux élèves qui attendent également les résultats du BPC, à ceux du CEP également qui s'activent. Donc beaucoup de courage à tout le monde, aux parents qui sont actuellement stressés, au personnel enseignant et d'encadrement aujourd'hui qui est au four et au moulin. Et donc à toutes ces personnes qui accompagnent tous les processus des examens et concours du primaire, du secondaire et naturellement du supérieur, beaucoup de courage à toutes ces personnes-là. Et comme nous sommes également en temps de saison de pluie, que Dieu nous donne une pluie abondante, une pluie également qui ne crée pas de dégâts, mais qui à la fin grossissent les greniers. Excellente semaine à tout le monde et puis bon lundi. Merci, messieurs les juges, pour ces avant-propos. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. L'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, désigné médiateur du Burkina Faso. La décision a été prise à l'issue du 6e justement sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu hier dimanche à Accra. Un sommet qui était consacré à la situation socio-politique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Pour ce qui est justement de la grosse information pour le Burkina, je l'ai dit, le choix a été porté sur Mahamadou Issoufou pour être justement médiateur dans le cadre justement de cette transition-là. Déjà, juge Ouedraogo, votre regard sur ce choix-là et les qualités de l'homme? Je pense que c'est un bon choix parce que le président Mamadou Issoufou connaît bien la classe politique burkinabé, le landerneau politique burkinabé. Il connaît également la situation globale qui a mis le Burkina dans cette situation. Je vais parler donc de la situation sécuritaire qu'il connaît bien. Il a géré ça pour avoir été président, pour avoir dirigé également le G5 Sahel. Donc on peut dire qu'il connaît de quoi il est question
en prenant donc ce dossier-là. Mais l'autre aspect qui peut constituer une sorte de faiblesse pour lui, c'est le fait justement de sa proximité avec certains acteurs politiques, notamment l'ancien président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Je ne sais pas si en tant que médiateur, il est évident, comme je l'ai dit, que la connaissance de ces différents acteurs constitue un plus, mais en même temps ça peut constituer une faiblesse s'il n'y prend garde, parce que ces vis-à-vis peuvent considérer justement que sur certains aspects il veuille soit réhabiliter ou en tout cas favoriser l'autre partie. Mais dans tous les cas, nous lui souhaitons bonne chance. Je pense que le Burkina avait besoin effectivement d'interlocuteurs dans la situation qu'il vit avec les différents pour parler avec la CEDEAO. Donc je pense que le choix du président Mahamoudou peut être judicieux, peut être utile si effectivement l'ensemble des acteurs acceptent de le prendre comme tel et de suivre le processus dans toutes ses dimensions. Alors, je l'ai dit, l'ancien président nigérien médiateur au Burkina Faso, est-ce un bon casting quand on connaît, on l'a dit, le vécu de l'homme, sa proximité avec justement la classe politique burkinabé? Est-ce que finalement c'est un bon choix, juge Bougman? Bon choix d'abord. Avant de parler de ses liens avec certains acteurs du Burkina, c'est son magistère à la tête d'un pays comme le Niger, dans une situation de crise sécuritaire où Boko Haram faisait effectivement des exactions sur les populations à la frontière et tout. Donc c'est aussi quelqu'un qui est resté opposant à un moment donné à l'homme de Tajarché et qui, en ce moment, je dis bien, s'était attendu. Donc à la tête du Niger, qui a aussi respecté sa parole, qui a travaillé aussi, et dès qu'il a fini, il s'est retiré. C'est l'homme qui a réussi aussi à casser, parce qu'au Niger, aux élections, il y avait toujours un faiseur de roi. Il y avait un faiseur de roi, et lui, son faiseur de roi, c'était le très stratégique Ama Amadou, à un moment donné qui était devenu très fort, compte tenu de son assise politique et son ralliement au second tour qui avait fait élire effectivement Mamadou Issoufou. Donc il tenait beaucoup Mamadou Issoufou. Mais ce dernier aussi avait eu pour conseiller politique un certain Salifou Diallo. Donc le temps qu'aux prochaines élections, Ama se prépare, tout ce qui constituait ses forces ont été anéantis. Et pour l'une des rares fois, le Niger avait réussi comme on appelle ça, un premier tour sans encombre, sans que le Niger ait eu besoin d'un faiseur de roi. Et donc en son temps, les analystes politiques, les journalistes qui traitent des questions politiques au Niger avaient été unanimes par rapport à cette prouesse qu'il avait effectivement réussi. Mais aussi il avait avec lui l'actuel président Bazoum, qui est un homme politique très futé, qui a une longue carrière du militantisme syndical et politique, qui faisait partie aussi de ces leviers et qui a aussi réussi effectivement à se faire élire président malgré toutes les difficultés et les dénonciations liées au doute sur sa nationalité et qui a valu l'objet de plusieurs recours déposés devant la Cour constitutionnelle du Niger. Ça n'a pas empêché que Bazoum soit élu effectivement dans ces conditions. Donc, et quand on se rappelle au début de la crise malienne, quand il s'agissait maintenant de régler cette question, je me rappelle que Ambalo avait pris la parole pour demander au renouvellement du mandat du président ghanéen à la tête de la CEDEAO, que Issoufou en son temps puisse prendre la CEDEAO parce qu'il incarne une bonne neutralité à ses yeux. Il ne rêve pas d'un troisième mandat et il n'est pas aussi le valet de quelqu'un parce qu'il n'avait plus grand chose. Il était pratiquement vers la fin de son mandat. Et donc il estime que Issoufou allait être crédible mieux que le président du Ghana actuellement. Donc ça veut dire qu'il bénéficie d'un bon crédit auprès de ses pairs, auprès de la population. Donc en tant qu'ancien président, en général, c'est les anciens présidents d'ailleurs qu'on prend comme médiateur, c'est déjà bien en termes d'image, c'est aussi quelqu'un qui fait l'unanimité sur un certain nombre de choses.
Maintenant, revenons au cas burkinabé, effectivement, il y a risque que ces proximités et ces accointances avec certains hommes politiques de la place puissent peut-être jouer. Maintenant, je ne sais pas quelle pourra être la réponse de Ouagadougou. Donc, par rapport à cela, est-ce qu'il va être récusé ou pas? Et quels sont les arguments pour récuser? Parce que c'est ça aussi. Ensuite, dans la conduite de sa mission, est-ce qu'il pourra, à un moment donné, incarner une certaine neutralité? Souvenez-nous qu'au coup d'État de 2015, Issoufou fait partie des chefs d'État qui ont pesé sur leur poids pour faire plier l'ex-RSP et aussi pour influencer le sommet de la CEDEAO qui devait se tenir par rapport à la lecture qui avait été faite. Il y avait Issoufou, Alpha Condé, Idriss Déby du Tchad, qui avaient pris fait et cause pour les insurgés qui ont dit non, ce coup d'État ne passera pas. Déjà sur le plan de la sous-région, donc dans le circuit diplomatique, il a beaucoup joué en tendant la perche pour sauver son ami et camarade Salifou Diallo qui a pu effectivement s'échapper, traverser la frontière et qui ont travaillé avec lui, Salifou qui a travaillé avec lui et les autres connexions diplomatiques pour pouvoir également réduire les ardeurs de Diendéré et ses hommes à Ouagadougou. Ça c'est un fait clair et net. Maintenant, dans la conduite de la mission actuelle, comment est-ce que véritablement ça va se passer? Il a de la proximité avec le président Kaboré au nom de l'international socialiste. Ça aussi, il faut reconnaître que ce sont des camarades de l'international socialiste. Il ne faut pas oublier ce détail-là, c'est très important. Il a aussi de très bons liens avec l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina, Alpha Bari, qui l'a par moment conseillé, qui se retrouvait à un moment dans le même vol pour débarquer à Niamey où des bruits bruissaient que de ce retour-là, Issoufou allait être arrêté à l'aéroport. Dans le même vol se trouvaient Alpha Condé, Alpha Bari et Issoufou en son temps. Donc, est-ce que tout cela mis ensemble, ça ne va pas jouer? Mais je pense également que Mamadou Issoufou est suffisamment responsable et à de la hauteur pour que ce qui doit être dit dans le cadre normal puisse être fait sans que les accointances ne puissent influer sur la mission. Mais la connaissance du Burkina et des enjeux liés aux questions sécuritaires, parce que c'est ça aussi, nous partageons les mêmes frontières, nous sommes tous membres de l'agonisant G5 Sahel. Je pense que tout mis ensemble, parce qu'il fait partie aussi de ceux qui ont des pères fondateurs du G5 Sahel. Donc, je pense que tout mis ensemble, il peut réussir sa mission pour peu que les uns et les autres incarnent une certaine sincérité dans la démarche. Alors, au-delà de cette nomination-là, beaucoup d'observateurs disent être restés sur leur soif quand on regarde le communiqué final, notamment pour ce qui concerne le Burkina Faso et même pour le Mali et la Guinée. Il faudra encore attendre le sommet du 3 juillet pour être fixé sur le sort qui va être réservé à ces pays en transition-là. Est-ce, je dirais, la matérialisation d'un embarras, je dirais, des chefs d'État de la CEDEAO, ou bien c'est de la prudence? Comment vous faites cette lecture-là? Oui, je pense que c'est les deux à la fois. Aujourd'hui, il est évident que la CEDEAO est très embarrassée face à la situation de ces trois pays-là, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. C'est vrai qu'ils ont utilisé le bâton avec le Mali, en prenant un certain nombre de mesures visant non seulement à éjecter le Mali de la CEDEAO, mais en plus des sanctions financières ont été prises, ne facilitant pas justement la situation au Mali. Du coup, les uns et les autres se posaient la question de savoir si la CEDEAO va appliquer la même rigueur à des pays comme le Burkina Faso ou la Guinée. Heureusement, en tout cas pour le Burkina, jusque-là, la CEDEAO n'a pas pris des mesures draconiennes pour mettre la pression sur les autorités actuelles du Burkina. Ça aurait été très difficile pour le Burkina parce que même sans sanctions aujourd'hui, avec l'inflation, avec la situation sécuritaire qui devient de plus en plus compliquée, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Si la CEDEAO allait appliquer des sanctions, ça allait être encore plus difficile. Donc je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO est dans une posture de prudence entre taper dur pour amener les autorités à céder ou aller doucement pour ne pas que dans cette volonté de sanctionner les autorités, que ce soit les populations qui en pâtissent. Parce que très souvent aussi c'est ça, les populations à la base
sont celles qui souffrent le plus de ce type de sanctions-là. Assez souvent, nos chefs d'État sont à l'abri du besoin et donc ils ne sentent pas véritablement l'impact au-delà du fait que leur population en souffre. De ce point de vue, je pense que la CEDEAO est en train de jouer la carte de la prudence, mais en nommant aussi le président Mahamadou Issoufou comme médiateur. Peut-être qu'ils veulent encore donner une autre chance au Burkina Faso de se rattraper, notamment sur ce pourquoi ils ne lâchent pas les baskets des autorités burkinabées, à savoir donc le calendrier de cette transition-là, parce que la CEDEAO estime que 3 ans, c'est trop et qu'il faut aller à 24 mois maximum. Les négociations vont certainement continuer. Et l'autre aspect que la CEDEAO réclame, c'est la libération totale du président Roch-Marc Christian Kaboré. Est-ce que le nouveau médiateur va réussir, en tout cas en discutant avec les autorités burkinabées, à obtenir des résultats sur ce terrain-là? C'est ce que nous souhaitons, parce que s'il arrive à obtenir des résultats, probablement qu'au sommet de juillet, le Burkina Faso aura en tout cas un calendrier clair, il aurait respecté tout ce que la CEDEAO a demandé, et en ce moment-là, on sera à l'abri évidemment d'un certain nombre de sanctions qui contribuera à nous plonger davantage dans cette situation qui déjà n'est pas reluisante. D'accord. Alors, durcir le ton ou alléger les sanctions, aujourd'hui, pour beaucoup, la CEDEAO est divisée sur le cas du Burkina, du Mali et de la Guinée. Est-ce également votre conviction qu'aujourd'hui, les chefs d'État sont divisés au regard justement de ce report-là sur la décision qui doit être prise concernant ces pays en transition? C'est même pas qu'ils sont divisés, ils sont très mal à l'aise et très gênés par une telle situation. Parce que ceux qui avaient pesé de tout leur poids pour que le Mali soit durement sanctionné payent en même temps aussi le prix, notamment les pays portuaires. Donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. Parce qu'il faut être réaliste. Ils ont cru que le Mali allait tomber 2 semaines ou tout un mois ou plus, pas comme un fruit mûr, mais comme un fruit pourri. Parce que c'est dit, le Mali ne tiendra pas. Ils ne pourront pas payer les salaires, il y aura de la grogne, il y aura ceci, il y aura le renchérissement du coût de la vie. Pour un pays qui a plus d'1 200 000 km², bon, ça va pas, ils ne vont pas tenir. Ils ont misé sur ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé dans les délais qu'ils ont projetés. Donc, regarde le taux d'inflation. Les pays qui ne sont même pas sanctionnés, il y en a qui sont mal lotis que le Mali. Le Mali est même mieux loti que comme un pays que nous-mêmes, Burkinabé, qui ne subissons pas pour le moment des sanctions. Donc déjà, c'est un premier constat. La crise Covid avait déjà renchéri les prix. La guerre ukraino-russe a aussi contribué. Donc il y a cette difficulté-là. Donc tous les pays savent qu'à long terme, ce n'est pas évident. Donc, et les pays ont regardé avec ce qui se passe au Mali et des pays qui en souffrent. Et donc un bon lot du commerce maintenant qui transite par la Mauritanie et le port de Guinée et non le Sénégal et aussi une partie de la Côte d'Ivoire, il y a un problème. Donc il faut être réaliste. Et sanctionner le Burkina, fermer les frontières du Burkina d'avec les autres pays, il y a combien de pays avec qui nous sommes frontaliers? Ça vaut, je pense, 6 là. Donc c'est beaucoup, parce que nous sommes carrefour. Et donc, fermer les frontières, il y a des camions citernes qui vont aller au port, mais ils vont passer par où? Il faut faire un grand détour. Avec les questions de grand banditisme et de terrorisme, il y a des couloirs que vous ne pouvez plus prendre. Donc il faut regarder les choses avec suffisamment de sérénité et suffisamment de responsabilité. Sinon, ça peut se retourner contre vous. C'est sûr que le report, c'est pour donner une chance aux éventuelles négociations qui auront lieu entre Ouagadougou et le désormais médiateur Issoufou, pour pouvoir naturellement, à partir de ce moment-là, voir ce qui est faisable à la date du 3 juillet. Je pense que ce report-là, c'est pour donner une chance à la médiatisation, à la médiation. Je pense aussi que ça doit être Ouagadougou, puisque le PMI était certainement qui a plaidé au regard des 5 mois aussi que le chef de l'État burkinabé a donné pour pouvoir contenir
le terrorisme, c'est de dire nous allons plaider que vous repoussez un peu les dates parce que nous sommes en train d'obtenir du résultat sur le terrain et en fonction peut-être de ce qui va venir, on pourra apprécier. C'est de l'analyse fiction que je fais. Mais je pense que ces éléments, certainement, Ouagadougou les a mis sur la table pour pouvoir obtenir une grâce ou bien de l'indulgence vis-à-vis de cette CEDEAO-là. Parce qu'au moment où le sommet commence à se réunir, le commandant du théâtre des opérations nationales donnait une conférence de presse avec suffisamment de détails, même si certaines informations pour le moment étaient contenues pour des questions opérationnelles. Nous allons revenir là-dessus. Voilà, tout à fait. Mais ça se tient au même moment où des chiffres sont donnés pour dire nous sommes en train de gagner en puissance, nous sommes en train d'obtenir un résultat. Ce n'est pas anodin. D'accord. Alors, on l'a dit, tôt ou tard, il faudra trancher sur la question de la durée de la transition. Aujourd'hui, on a un report, je dirais, d'1 mois. Est-ce que ce jeu de la montre-là va, je dirais, à l'avantage des autorités burkinabées? Parce que, comme on l'a dit, on ne peut pas faire l'économie de ce débat. Il faudra forcément, à un moment donné, apporter une réponse par rapport à la question du chronogramme et du temps, de la durée de la transition. En tout cas, je constate que les autorités burkinabées jouent sur le temps. Parce que depuis le mois de mars, pratiquement, que la CEDEAO exige un calendrier clair et précis de ces 3 ans-là. Les autorités burkinabées, au départ, avaient indiqué qu'ils sont en train de travailler sur le calendrier en question. Entre-temps, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Burkina était différent du Mali et qu'ils n'ont pas d'injonction à recevoir de qui que ce soit et que les 3 ans, c'est 3 ans. Mais au fil du temps, je constate qu'en tout cas, les esprits se calment de plus en plus et les uns et les autres sont ouverts à des dialogues, et ce qui est assez intéressant. Notre péché originel au niveau du Burkina, c'est que et tout de suite, quand le MPSR a pris le pouvoir, on a vite fait de mettre de côté les acteurs politiques. On a vite fait aussi de mettre de côté certains acteurs légitimes et bien connus des organisations de la société civile. Du coup, les militaires ont pratiquement décidé à eux seuls de la charte de la transition. Donc, les 3 ans qui ont été donnés, c'est le MPSR lui-même qui s'est donné les 3 ans. C'est vrai qu'il y a eu cette rencontre de ce qu'on a appelé les forces vives de la nation pour discuter de cela, sauf que à la différence par exemple de la transition de 2015, c'est que les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, les coutumiers et les religieux étaient tous signataires de la charte. Et ça donnait une sorte de consensus sur ce qu'on devait faire au cours de la transition. Tout le monde savait que c'était une année et c'est ce que l'ensemble des acteurs mis ensemble avec les militaires ont décidé. Sauf que pour cette transition qui est issue d'un coup d'État, les militaires ont pratiquement à eux seuls décidé du nombre d'années de transition, même si, comme je l'ai dit, ils ont ajouté un certain nombre d'acteurs de la société civile. Mais sauf que c'est le président d'Amiba seul qui est signataire de cette charte de la transition-là. Du coup, il n'y a pas consensus autour donc des 3 ans. Et on a vu de plus en plus, ces dernières semaines notamment, des partis politiques faire des sorties pour indiquer qu'ils n'acceptaient pas les 3 ans, que c'était trop et qu'il fallait revenir à des délais raisonnables pour donc donner la chance à un pouvoir légitime et constitutionnel de pouvoir donc s'installer. Il est évident donc qu'il y aura un bras de fer dans les jours et mois à venir sur la question du calendrier, et je pense que les autorités burkinabées ont intérêt en tout cas à ouvrir des discussions avec l'ensemble des acteurs pour ne pas s'arc-bouter sur les 3 ans qui peuvent être une bonne chose d'un certain point de vue, mais en regardant
sous d'autres angles, ça peut constituer encore beaucoup plus de difficultés pour ceux-mêmes qui dirigent aujourd'hui le Burkina. Mais l'un dans l'autre, si nous arrivons à discuter, à dialoguer et à nous parler entre Burkinabés, c'est nous-mêmes qui allons définir le nombre d'années. Et si le peuple burkinabé, en tant que peuple souverain, décide même de se donner 5 ans, la CEDEAO va être obligée de se plier à cette date-là. Mais si les autorités militaires font cavalier seuls et en imposant les 3 ans, je ne suis pas sûr qu'ils parviennent à tenir face à la pression de la CEDEAO. D'accord. Alors sur cette durée de la transition, le gouvernement burkinabé l'a rappelé tantôt. Alors la durée de la transition dépendra justement de l'évolution de la situation sécuritaire. C'est d'ailleurs le deuxième sujet que nous allons enrôler pour cette convocation. Des bases terroristes détruites, du matériel récupéré, une centaine de terroristes neutralisés et des chefs terroristes mis hors d'état de nuire. Voici le bilan que dresse le commandant des opérations du Théâtre national de sa mission justement de sécurisation du Burkina Faso. C'était le premier exercice de rédévabilité du lieutenant-colonel Didier Yves Bamouni. Alors, juge Bouma, pour beaucoup, cette communication a été très attendue et il fallait que l'armée à un moment donné puisse donner un certain nombre d'informations pour rassurer les populations et souvent couper court à ce qu'on a comme rumeur sur justement ce qui se fait sur le théâtre des opérations. Oui, il le faut, il le fallait. Nous faisons partie des armées les plus taiseuses au monde. Je n'ai pas dit que les autres parlent beaucoup, mais les autres armées ont, comment on appelle ça, ont des stratégies de communication pour donner des informations. Nous ne le faisons pas. Ailleurs, presque toutes les armées ont des porte-paroles qui portent la parole, qui servent en même temps d'interface. Mais il faut demander au régime déchu. Quand le ministre de la Communication, M. Tamboura et son équipe avaient réussi à convaincre ceux de la défense et de la sécurité qu'il faut effectivement des porte-paroles attitrés, c'était la croix et la bannière. Donc finalement, c'est un commandant qui avait été désigné, mais qui, bon, quand vous l'entendez parler en son temps, c'était comme s'il disait, bon écoutez, c'est parce que je n'ai pas le choix, sinon vraiment je ne veux pas, parce que même la hiérarchie n'était pas très favorable. Donc, bon, elle a cédé à donner un nom sans trop y croire. Donc c'était très 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 délicat, difficile. Et donc, finalement, ce commandant n'a pas exercé d'ailleurs son porte-parole là, que le président Kaboré et son régime sont tombés. Donc nous sommes dans un régime militaro-civil, beaucoup plus militaire que civil quand on tient compte des nominations. Et aujourd'hui, qui parle au nom de l'armée quand il y a une attaque qui parle? Donc il y a ces questions-là qui font que c'est très difficile. Parce qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Vous avez le ministère de la Défense avec sa direction de la communication et des relations publiques. Vous avez le chef d'état-major général des armées qui a également en son sein une direction de la communication également des relations publiques. Vous avez au niveau de la gendarmerie une direction de la communication qui relève de la direction de communication de toute l'armée, donc l'état-major général des armées. Donc finalement, c'est à qui vous adressez? À l'état-major? Au ministère? Mais vous faites quoi? Donc déjà, ça c'est très difficile. Et maintenant, on a le commandement du Théâtre national des opérations, qui fait en même temps office pratiquement aussi d'état-major. Parce que c'est toute une grosse machine, donc qui entend également communiquer sur ces opérations. Donc, il faut sereinement savoir, entre l'état-major et les hommes, le commandement de M. Bamouni, entre les deux entités, c'est qui maintenant qui va parler au Burkinabé pour donner les informations par rapport à ce qui a été engrangé. Les communiqués que je vois, c'est signé par l'état-major. Mais à la conférence de presse, c'est le patron du commandement des opérations du Théâtre national qui a assuré les communications. Ce n'est pas l'état-major, il est dans son rôle. Est-ce que les prochains communiqués par rapport aux résultats engrangés, c'est lui qui va le faire ou bien c'est l'état-major? Donc, mais c'est déjà bien qu'on ait eu cette conférence de presse. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ce qui est bien, c'est que ça permet de savoir que les lignes bougent. On peut remettre en cause certaines choses, on peut ne pas être d'accord, mais au moins il y a un interlocuteur qui est sorti pour dire on a du résultat, voilà. Donc ça, j'ai dit bien, c'est déjà bien de donner certaines informations. Sinon, ce n'est pas qu'il n'y a pas de résultat. Dans certaines zones, il y a moins d'attaques.
on a un équipement qui permet à distance de régler un certain nombre de choses, de localiser une cible et de frapper à distance, de façon aérienne. Aujourd'hui, l'armée burkinabé a ces capacités-là de le faire. Maintenant, je dis bien, il y a des Burkinabés qui doivent être rassurés, et cette sortie, c'est une sortie qui est bienvenue. Parce que les lignes ont commencé aussi à bouger sur le plan de la communication au niveau de l'armée. Donc la crainte majeure, c'est l'homme de médias. Est-ce que vous lui donnez les informations? Qu'est-ce qu'il va en faire? Et ça, moi aussi, je comprends. Mais je pense aussi qu'on a des hommes de médias suffisamment responsables qui font plus. Et quand on regarde, quand on suit les productions journalistiques liées au traitement de l'information militaire, les hommes de médias font beaucoup de censure, d'autocensure. Beaucoup d'autocensure pour X ou Y raison. Mais il y a beaucoup d'autocensure dans la presse burkinabé. Déjà, pour chacun à son niveau, il y en a qui font de l'autocensure par peur. D'autres se disent c'est notre pays. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas aider l'ennemi, il ne faut pas jouer à l'idiot utile comme le disent les léninistes ou les saliniens, je ne sais pas. Donc, il y a ces questions-là. Mais j'ai dit, il y a une armée qui a compris que la communication est importante pour que le doute et les rumeurs ne prennent pas le dessus sur la réalité du terrain. D'accord. Alors, je l'ai dit, c'est un premier exercice pour le commandant des opérations du Théâtre National. On nous informe en même temps que ça sera un rendez-vous 2 fois, je crois, le mois, chaque 2 semaines. Alors, on veut communiquer, mais sans donner trop de détails pour ne pas compromettre les opérations sur le terrain. Finalement, c'est pas... est-ce que ça ne ressemble pas à un exercice d'équilibrisme finalement, Inoussa Ouedraogo? Parce que quand on regarde, on convoque les hommes de médias, on fait un communiqué et on vous donne peut-être tout au plus 3 questions à poser. Finalement, on se demande le bien fondé de ce rendez-vous-là. En tout cas, c'est très délicat. C'est déjà bien qu'il y ait un effort de partager un certain nombre d'informations avec les journalistes, avec les hommes de la presse. Ça permet de lever un certain nombre de doutes, un certain nombre d'équivoques, et ça évite que les journalistes très souvent soient là sans interlocuteur face à un certain nombre de questions qui les assaillent au quotidien, et face également à la demande des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs, etc., qui ont soif d'un certain nombre d'informations. Et très souvent, nous sommes dans un monde où très rapidement la rumeur peut prendre le dessus sur les réalités du terrain, et c'est toujours bien d'avoir donc des militaires qui nous donnent ces informations-là. Seulement, moi, j'ai quelques petits soucis avec ça, parce que très souvent, sous prétexte de communiquer, on a tendance soit à grossir les choses, soit à dire des choses qu'après les journalistes peuvent vérifier, et puis il se trouve que ce n'est pas vrai. Et quand c'est comme ça, ça casse la confiance entre les forces de défense et de sécurité qui donnent l'information et les journalistes, et d'autre part également les populations. Parce que ça fait 7 ans que nous sommes dans cette guerre-là, et nous devons tirer des leçons des erreurs passées pour éviter donc d'en commettre d'autres, et pour surtout pouvoir relever donc les défis qui se présentent à nous. Dans la communication souvent qui nous est servie, on a souvent l'impression que les informations ne sont pas totalement justes, ou qu'elles sont approximatives, ou que les militaires ne veulent pas donner la totalité de l'information. Pourtant, je pense qu'il serait bien de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. De sorte à ce que vous n'êtes pas obligé de tout donner, mais soyez sûr que tout ce que vous donnez soit vrai, soit vérifiable par n'importe quel journaliste partout où il se trouve. Ça, c'est très fondamental. Parce que la communication, ce n'est pas le mensonge. La communication, ce n'est pas de la manipulation. Mais si on tombe dans ça, évidemment, il y a le risque que plus jamais on ne vous croit. Or, depuis quelques années, comme je l'ai dit, notre armée a toujours rassuré. A toujours dit, nous sommes sur le théâtre des opérations, nous faisons un travail formidable, il y a des gens qui retournent dans des localités, mais après vérification sur le terrain, on se rend compte qu'il arrive que des populations même appellent pour dire, ah, nous sommes ici, l'armée dit avoir mené des opérations dans notre zone, mais à vrai dire, bon, ce n'est pas véritablement ce que nous avons vu. Quand c'est comme ça,
il y a toujours des doutes qui s'installent. Et donc, dans la communication, qui n'est pas seulement que verbale, parce que la communication aussi est non verbale, les militaires n'ont pas toujours besoin de dire « nous avons fait ça ». Les populations et les journalistes ont la possibilité de dire « ah, nous avons vu effectivement les militaires faire ça ». Et donc, on nous amène à aller voir, à aller constater, puis à venir rendre compte. Or, nous sommes dans une situation où c'est les militaires, comme on le dit en moré, bambam kout lob zougdi. C'est eux qui tapent et c'est eux qui chantent. Et du coup, aujourd'hui, pour plusieurs raisons, les journalistes ont du mal à aller sur le terrain pour collecter un certain nombre d'informations. C'est à la fois des raisons sécuritaires, mais c'est à la fois aussi des précautions que les militaires eux-mêmes prennent pour, disent-ils, encadrer les journalistes dans leur travail pour éviter justement qu'ils partent dans des zones à risque. Et il y a aussi le code pénal aujourd'hui qui ne permet pas aux journalistes de se mouvoir et de faire avec l'attitude et liberté tout le travail nécessaire pour rendre compte des réalités du terrain. Donc aujourd'hui, la communication de l'armée, c'est une bonne chose. Toutes les informations qu'on reçoit sonnent comme un ouf de soulagement parce qu'on est meurtri d'entendre toujours que ce sont les nôtres qui tombent au front. Quand on entend que nos militaires aussi sont allés à l'assaut et que les ennemis sont tombés, c'est bon à prendre. Mais j'ai dit toujours, le nombre de morts tués n'est pas ce qu'aujourd'hui attend les Burkinabés de nos forces armées nationales. Ce que nous attendons, c'est plutôt les villages libérés. Parce que c'est bien pour le moral, comme je l'ai dit, qu'on dise qu'on a tué où on a neutralisé 100 terroristes, 150 terroristes, 200 terroristes, c'est bien. Mais quel est l'impact ? Après les avoir assassinés, après les avoir tués, après les avoir neutralisés, est-ce qu'on a pu libérer des zones ? Est-ce qu'on a pu libérer des espaces ? Est-ce qu'on a pu faire en sorte que des villages entiers retournent ? C'est ça les indicateurs qui permettront effectivement de dire que l'armée a fait un travail formidable, au-delà donc de la communication qui est distillée. D'accord. Alors, au-delà de la forme, dans le fond, quand on écoute le lieutenant-colonel Bamouni, il a dit qu'il y a un travail qui a été fait, une centaine de terroristes neutralisés, des zones qui ont été libérées, des populations qui reviennent s'installer. Il y a aussi des chefs terroristes qui ont été neutralisés. Alors quand on écoute tout cela, ça rassure. Oui, ça rassure. Mais comme il n'y a pas suffisamment de précision sur les localités libérées ou des populations réinstallées, par rapport à ce qu'ils disent, je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Mais si les terroristes ont délogé des gens et puis ils repartent s'installer, ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas l'info. Maintenant, moi, c'est comment est-ce qu'on aide ces populations-là à maintenir leur position. Et comme on appelle ça, ce détail-là a manqué. C'est-à-dire maintenant, comment est-ce que ces populations se sécurisent? Est-ce qu'on va les armer ou bien on ne va pas les armer? Les militaires restent jusqu'à combien de temps en général pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'ancrage, c'est-à-dire prendre le terrain et puis c'est conquis. À défaut de donner les noms des localités, c'est de dire que les FDS y sont pour une durée de 3 mois, 6 mois, et ça permettra de capitaliser et de libérer certainement des villages voisins pour étendre la zone maintenant d'influence des zones libérées. Bon, c'est délicat, mais en même temps, les gens ont besoin évidemment de savoir. L'autre aspect, comme nous sommes dans le monde 2.0, il est à craindre que quelqu'un même qui est dans une localité libérée fasse une vidéo pour dire bon, nous sommes libérés, bon voilà. Comment est-ce que ça, par exemple, on contient cela? Donc, je comprends. C'est délicat, mais il y a une population qui a besoin d'infos pour être rassurée. Donc, on donne l'info, on ne donne pas, on donne à moitié ou on ne donne pas, c'est vraiment, c'est un vrai jonglage. Donc, il y a, au même moment qu'on informe qu'il y a des localités qui sont libérées et installées, au même moment, il y a de nouvelles conquêtes de localités qui n'avaient pas été touchées. Donc jusqu'à présent, dans l'anticipation, on a encore failli par rapport aux zones qui n'avaient pas été touchées. Alors que quand on entend un coup de feu dans une zone, ça veut dire que ce n'était pas la préparation. Ils ont fini leur préparation.
ils viennent annoncer qu'ils sont arrivés là-bas. Peut-être au-delà. Donc, dans l'anticipation, il y a un travail qui est fait. Je n'ai pas dit que ce n'est pas fait. Dans plusieurs localités aujourd'hui, il y a des checkpoints, il y a des détachements qui sont en train de s'installer et il n'y a pas encore eu un coup de feu là-bas pour l'anticipation. Et ces localités sont déjà dans ce travail-là. Mais il y a d'autres, non. Donc, en fait, il est à dire qu'on gagne du terrain, mais l'impression aussi de perdre du terrain aussi, elle est très élevée. Et c'est à ce niveau aussi que le Burkinabé a besoin d'être rassuré. Parce que quand on attaque la prison, quand on libère des prisonniers, on revient taper le Haut Commissariat. Alors que le même Haut Commissariat a été tapé dans la même année, je pense 2 ou 3 fois. Ça, comme on appelle. Mais le fait de dire que celui qui a fait partie de ceux qui ont planifié l'attaque de la prison a été neutralisé, bon, ça rassure également les Burkinabés. Mais étant donné que les terroristes ont pris du temps pour s'installer et pour faire leur progression, naturellement, ça ne va pas se jouer en un seul jour. Quand ils sont arrivés, ils ont annoncé comme ça va être, mais c'est pas aussi évident. Donc, il y a des Burkinabés aussi qui doivent se dire que il faut donner du temps. Mais combien de temps aussi? Parce qu'il y a des localités depuis 2017, 18, 19, et chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux déplacés internes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des nouvelles écoles qui ferment. Bon, on est entré dans les vacances, on attend la rentrée pour faire le point et puis voir ce qui a été obtenu en termes de résultats. Ce qui nous manque également, c'est le MENA-PLN, qui chaque fin du mois sort un rapport sur les écoles fermées et les écoles ouvertes. Donc on attend le dernier point parce que nous sommes en début du mois de juin. C'est sûr que le dernier point va sortir pour qu'on puisse savoir également à ce niveau qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait. D'accord. Alors quand on regarde un peu le bilan, le commandant l'a dit, il y a eu une montée en puissance des forces de défense et de sécurité, également le personnel auxiliaire, notamment les VDP, mais il précise également que cette montée en puissance occasionne justement des représailles au niveau des cibles molles des populations. On a vu ce qui s'est passé à Gorgadji et tout cela. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une avancée? Si on arrive, c'est vrai, à sécuriser les positions des militaires et qu'au niveau de la population on reste toujours vulnérable, je pense qu'il y a encore du travail à faire. En tout cas, il y a du boulot, il y a énormément de boulot et la question évidemment de la sécurité et de la défense du territoire n'incombe pas aux seuls militaires. Mais ce sont les acteurs majeurs et c'est certainement pour cette raison que régulièrement c'est sur eux que notre regard est braqué principalement. Et en termes de gouvernance de ce secteur-là, il y a beaucoup de failles parce que quand on vous confie une responsabilité, il y a des résultats qu'on attend de vous. Or, comme je l'ai dit, depuis 2016 que nous sommes dans cette lutte contre le terrorisme, des chefs d'état-major se sont succédés, des commandants de zone se sont succédés, des ministres se sont succédés, et on a eu même 2 présidents qui se sont succédés, mais la situation semble aller de mal en pire. Entre ce que nos militaires disent en indiquant que l'armée monte en puissance, ce qui n'est pas faux, parce que quand on prend l'armée dans sa situation d'il y a quelques années et qu'on compare cela avec ce que nous avons aujourd'hui, évidemment, on a le sentiment qu'il y a une progression. Mais dans les résultats, Bernard Bougman, le juge Bougman parlait tout à l'heure des résultats au niveau du MENA-PLN. J'ai pu voir les résultats du mois de mai, par exemple, parce qu'ils le font mensuellement. Mais il y a encore plus de 100 écoles qui ont été fermées dans le seul mois du mois de mai. Ce n'est pas lié aux vacances, c'est lié surtout à la situation sécuritaire. Donc nos forces de défense et de sécurité doivent faire en sorte qu'il y ait de l'efficience, il y ait des résultats concrets dans le travail qu'ils font. Parce qu'on a le sentiment que c'est une jarre percée qu'ils cherchent à remplir depuis quelques années et puis malheureusement l'eau ne fait que couler. Et donc les populations ont naturellement le sentiment que même si le travail est fait, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. De façon pratique,
quand on prend des villes mythiques, comme Nansumbu, comme Togomayel, comme Mansilla, comme Solhan, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des zones qui ont été libérées? Parce que ça fait partie des premières zones qui sont tombées depuis 2016. Une localité comme Nansumbu aujourd'hui, est-ce que nos militaires y sont? Est-ce que vraiment c'est une zone qui nous appartient aujourd'hui? Quand on prend Koutoukou, est-ce que c'est des zones qui nous appartiennent aujourd'hui? Quand on va à l'est, il y a des provinces entières aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire véritablement que c'est sous notre contrôle? Si c'est le cas, en ce moment, on peut dire effectivement nos militaires ont pu obtenir des résultats sur tel ou tel aspect. Mais si c'est ce que nous voyons jusque-là, on dit c'est bon, beaucoup de courage à nos FDS, mais il faut encore plus pour assurer les Burkinabés, parce que c'est de sécurité que nous avons besoin, c'est du retour des personnes déplacées internes que nous avons besoin. Les militaires eux-mêmes ont indiqué que c'est sur cette base-là qu'ils pourront être jugés. Mais si on part sur la base sur laquelle ils souhaitaient être jugés, on est au regret de constater que sur le terrain, il n'y a véritablement pas de résultats et qu'il faut encore plus pour nous amener à croire qu'effectivement nous avons de la stratégie, nous avons les moyens nécessaires et que nous sommes en train véritablement d'obtenir des résultats. L'autre aspect que je voulais ajouter rapidement pour terminer, c'est le fait qu'aujourd'hui il y a une sorte de cacophonie, même si les militaires ne veulent pas qu'on le dise, une sorte de cacophonie dans la gouvernance même du secteur. Aujourd'hui, vous avez la coordination du théâtre des opérations. Est-ce que c'est lui qui est véritablement aujourd'hui le nouveau chef d'état-major général des armées, ou bien c'est le chef d'état-major qu'on connaît qui est véritablement le patron de toutes ces opérations-là? Mais on a le sentiment aujourd'hui que l'état-major qu'on connaît de façon classique est effacé pour laisser place donc à cette coordination-là qui coordonne tout et qui mène les opérations sur le terrain. Et d'autre part, on a la gendarmerie qui est de son côté, on a la police nationale qui est de son côté. Donc chacun essaie de se battre comme il peut. Les forces ne sont pas centralisées, les forces ne sont pas mises ensemble et les opérations ne sont pas menées de façon holistique. Du coup, véritablement, on mène des actions, mais on peine à obtenir des résultats concrets sur le terrain. D'accord. Alors, quand on regarde un peu le contenu du point de presse qui a été donné vendredi dernier, on l'a dit, la question aussi des complicités supposées ou avérées de certains Burkinabés avec justement les terroristes également revenus, notamment la question des camions citernes qui sont par moments enlevés par les terroristes. Sur la question, le commandant estime surtout que ça relève beaucoup plus du fait de l'incivisme que souvent de la complicité. Votre regard par rapport à cela? Bon, je pense que le commandant a voulu être prudent en parlant d'incivisme. Parce qu'il y a des axes aujourd'hui. Ce n'est pas l'incivisme qui va vous faire prendre cet axe-là. Il faut beaucoup plus de l'incivisme, du courage ou parfois de la complicité. Sinon, vous n'osez même pas. Vous savez qu'il y a des prises d'otages. Il y a des gens qui sont arraisonnés, qui sont arrêtés. Il y a des véhicules qui sont confisqués. Et sur les mêmes axes, il y a déjà eu où des camions citernes ont même été, comme on appelle ça, confisqués sur les mêmes axes. Donc si vous prenez les mêmes axes, sans escorte ni rien, seul comme ça, et vous êtes étonné que le camion citerne soit confisqué par les terroristes. Ça, ce n'est pas une affaire d'incivisme. Ça dépasse ça, je pense. Parce qu'il faut, je dis bien, il y a des actes, il faut suffisamment de courage pour le faire. Ça sent de la complicité. J'ai dit ça sent. Pas forcément de la complicité, mais ça sent de la complicité. Parce que quand il y a eu le premier détournement grandeur nature, ça a été dit, et ils ont même dit qu'il y a des enquêtes qui étaient en train d'être menées. Et ils demandent maintenant à ceux qui font la livraison d'informer les FDS et aux besoins de se faire accompagner. Quelqu'un s'élève, il ne le fait pas. Le camion citerne est détourné. La personne a droit à des explications à la nation. Les autorités auraient pu s'en saisir de la question et écouter la personne et approfondir les enquêtes et rendre compte au Burkinabé. Ça ne relève pas forcément de l'incivisme. Parce que c'est même la mise en danger de la vie d'autrui. Ce n'est pas le patron qui est dans le camion. Ce n'est pas lui. C'est son chauffeur ou bien un de ses employés qui est dedans.
et qui va livrer. Et ces personnes-là sont exposées. Heureusement que jusqu'à présent, ceux qui ont été pris sont libérés, mais après suffisamment de stress. Donc, c'est quand même curieux, quoi. Donc, il y a que des populations doivent être aidées. Il y a quelqu'un qui veut faire du profit, c'est normal. Il y a des populations qui ont besoin du carburant, c'est normal d'aller ravitailler. Mais dans ce contexte-là, rien n'empêche de se faire escorter et de remplir des formalités en la matière. Surtout qu'on sait que la zone est risquée et qu'il y a déjà eu des confiscations de citernes sur les mêmes axes. Et si vous le faites, ça veut dire quoi? Moi, je ne pense pas que ça relève de l'incivisme seulement. C'est autre chose. D'accord. Voilà. Maintenant, pour terminer par rapport aux complicités, ce n'est pas une affaire de complicité avouée ou supposée, non. Il y a des complicités. C'est pas une affaire de... Maintenant, c'est quand on doute de la personne. Sinon, il y a des Burkinabés. Ceux qui tapent là, c'est des Burkinabés. Donc, ceux qui tapent également ont des complices dans les localités même où ils tapent. Et ça, c'est clair. Et à beaucoup de niveaux. Donc, il y a des complices. Maintenant, c'est en fonction de qui on présente comme complice qu'on peut dire c'est supposé, avéré ou pas. Sinon, si c'est parmi les Burkinabés, aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de doute. Non, puisque c'est même pas... Même les acteurs, je ne parle même pas d'abord des complices, je parle des acteurs qui viennent tirer. Ce sont des jeunes Burkinabés. Donc, il y a aussi des complices dans les rangs pour les ravitaillements en aliments, en carburant, en moyens de communication et toute la logistique. Et il y en a qui sont complices dans les villes qui saignent, mais qui le font. D'accord. Alors, peut-être dernière question sur ce chapitre-là, juge Ouedraogo. C'est bien que le commandant des opérations du Théâtre National fasse un bilan chaque 2 semaines, mais pour beaucoup, le seul vrai bilan qu'attendent les Burkinabés, c'est le rendez-vous donné par le chef de l'État. En tout cas, ce rendez-vous-là est attendu. Peut-être que c'est déjà bien que les Burkinabés l'attendent, parce que j'imagine qu'ils sont en train eux-mêmes de faire le point rapidement de ce que nos militaires mènent sur le terrain comme opération. Moi, je ne pense même pas que les 2 semaines, c'est trop tôt. Pour chaque 2 semaines faire un bilan, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais ça serait extrêmement difficile. Moi, je pense qu'il faut travailler et laisser les résultats parler à votre place. Il faut souvent faciliter peut-être des grands reportages, des grandes enquêtes de certains journalistes pour vérifier d'eux-mêmes que ce qu'on leur dit est vrai. Je pense que ça va entraîner encore beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de sérénité des populations, qu'un militaire vienne, il nous dise, écoutez, voilà ce que nous avons fait en 2 semaines et que nous n'ayons malheureusement aucun moyen de vérifier. Parce que le journalisme aussi, c'est le doute. Un journaliste, il doute de tout, y compris les informations venant des sources les plus fiables. Tant qu'il n'a pas vérifié, tant qu'il n'a pas les preuves, il n'est pas tranquille. Et de ce point de vue, je pense que nos vis-à-vis doivent comprendre ça et faire en sorte qu'il n'y ait pas le minimum de doute sur les informations qu'ils donnent. Mais en tout cas, au bilan, on verra effectivement ce que le président Damiba dira au Burkinabé. Mais comme lui-même il a dit, j'insiste là-dessus, c'est sur la base du nombre de villages libérés, sur la base du retour des populations déplacées qu'on va juger les actions militaires de ce régime. Et enfin, je voulais dire sur la question qui a été soulevée par juge Bougman, le fait que les camions, les transporteurs les citernes vont avec du carburant dans des zones à risque. Là aussi, je pense que nos forces de défense et de sécurité sont interpellées parce que ces camions-là passent des zones de contrôle de la police et de la gendarmerie. Pourquoi, si vous estimez que la localité est dangereuse, vous permettez à ce véhicule-là de continuer sa route? Non, vous l'arrêtez, parce que c'est un checkpoint. Vous dites, vous ne pouvez pas avancer plus qu'ici, parce que sans sécurité, sans un minimum de précaution. Donc vous n'allez pas bouger, repartez dire à votre patron ou repartez à Ouagadougou parce que la zone vers laquelle vous êtes en train d'aller est une zone à risque et le pire qui peut vous arriver c'est la mort, mais dans la moindre mesure les terroristes peuvent récupérer du carburant. Or nous ne voulons pas qu'ils aient suffisamment de carburant pour se mouvoir. Mais malheureusement, très souvent comme on l'a constaté dans ces postes-là, c'est les raquettes qui sont beaucoup plus développées.
Et puis bon, c'est malheureux. Bilan du commandant des opérations de théâtre national et les conclusions du sommet de la CEDEAO à Accra. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation. Messieurs les juges, merci pour les clés de lecture, en tout cas, et les réponses apportées au sujet enrôlé. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain avec la même mission. Jeter un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.